Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis. Mardi 4 février 2025, ravi de vous retrouver au cœur de la tempête, au cœur de l'ouragan, sous l'éruption volcanique. Nous sommes à Pompéi, nous sommes à Santorin, en plein tremblement de terre, en plein tsunami. La lave arrive, elle nous entoure. Bref, les amis, la semaine a démarré par un crash sur les actifs risqués. Ça me rappelle beaucoup d'ailleurs ce que nous avons vécu à l'époque. Certains s'en souviennent peut-être, début août dernier. Alors oui, les tarifs douaniers de M. Trump, la guerre commerciale. Et alors, quelle surprise. Il en a parlé pendant toute sa campagne, ça allait arriver, ça secoue les actifs risqués, ça secoue le marché crypto. Alors, ça secoue Bitcoin, Bitcoin garde le cap, la construction technique, la tendance haussière de fond sur le plan technique, sur le plan temporel, reste parfaitement haussière pour Bitcoin, je vais tout reprendre. Naturellement, les alts ont pris une énorme claque. Certaines sont même revenues sous leur plus bas d'août dernier. Et oui, les alts souffrent, mais elles étaient déjà en souffrance finalement, même depuis assez tardivement, fin novembre dernier. Bon. Oui, les challenges fondamentaux ne manquent pas. La guerre commerciale, l'inflation, l'emploi. Mais pour Bitcoin, chers amis, je persiste. Je signe, je double signe, je contre-signe. Le cycle haussier n'est pas terminé, ni sur le plan temporel, ni sur le plan technique. Alors, je vais reprendre ça avec vous. Alors naturellement que ce début du mois de février est difficile lorsque l'on compare avec ce que habituellement nous réserve février. Alors le mois n'est pas fini. D'ailleurs, je me souviens vous avoir dit la semaine dernière que c'est pas parce qu'une période est favorable sur le plan statistique que ces 2, 3, 4, 5 premiers jours le sont forcément. D'ailleurs, prenez octobre dernier, octobre que l'on surnomme Uptober, ça a été baissier jusqu'au 10 octobre, avant de finir le mois à plus 15. Bon, est-ce que ce modèle va se reproduire en février? C'est bien possible. Alors, dans cette vidéo, 5 parties. Première partie, et oui, il faut reprendre les choses. Non, sur le plan temporel, il est très peu probable. Vous voyez, je mets un peu de nuance, mais j'aurais pu utiliser l'adjectif improbable. Il est improbable, allez, très très peu probable, que le cycle soit déjà fini, que le cycle se soit terminé en janvier 2025 à 109 000 $, en tout début d'année suivant le halving, à peine 280 jours après le halving, même le cycle de 2012 qui est le plus court, durait 3 mois et demi de plus. Donc non, sur le plan temporel, le cycle n'est pas terminé. Et moi, plus je vois de personnes, et je vois que ça, penser que le cycle est terminé, plus ça me convainc. Les marchés sont très contrariens, surtout par rapport à ce que pense la majorité, que ce cycle n'est pas terminé. Mais bon, je vais réargumenter, vous remontrer. Je vous représente mon tableau synthétique avec les datas, mais pas que. J'espère des éléments qui vont vous convaincre. En tout cas, vos bitcoins. Je ne parle pas de la profondeur des alts, je sais que les alts c'est compliqué. Mais de conserver vos bitcoins. Alors, je vous dis ça parce que moi, dans mon entourage, certains, même dans ma famille, ont vendu. N'en pouvons plus d'attendre depuis fin novembre dernier. Et pourtant, j'ai encore repris tous les éléments et je regarde tellement le cycle de 2016, tellement on lui ressemble, pas exactement, mais tellement dans la structure des prix et le temps des corrections, on lui ressemble. Vous allez voir que techniquement parlant, on refait un 2016. C'est intéressant. Bon. Deuxième partie, sur le plan technique, la tendance haussière de fond de Bitcoin n'est pas remise en cause. Elle n'est pas remise en cause sur le plan technique. Alors déjà, c'est un trading range entre 89K et 109K depuis maintenant 2 mois. Donc au stade actuel, le marché est toujours dans son trading range. Mais vous allez voir aussi que l'approche fractale, l'approche momentum, beaucoup d'approches défendent toujours une structure haussière et appellent toujours à une reprise de la hausse dans le courant du mois de février, avec, je pense, des targets bullish qui seront faits comme je l'envisageais depuis longtemps, entre le 15 et le 30 mars, mais ça ne sera pas la fin du cycle. Ça ne sera pas la fin du cycle. Troisième partie, aucun modèle prédictif de sommet de cycle ne donne l'alarme. Il y en a une quinzaine, une vingtaine, peut-être même une trentaine de modèles
de fin de cycle pour Bitcoin. Je vais vous montrer un endroit où ils sont tous rassemblés et vous pouvez tous les regarder. Aucun sur 30 ne dit que le cycle a trouvé son sommet. Quatrième partie, les challenges fondamentaux, forcément, la guerre commerciale, l'inflation, l'emploi. Cette semaine, c'est l'emploi. La semaine prochaine, c'est l'inflation. La guerre commerciale, c'est tous les jours. Trump en a décidé ainsi. La cinquième partie, sachant que tout est corrélé à Bitcoin, mais quand même, je vais vous reparler d'ETH. Alors ETH a pris son énorme branlée. Je suis vulgaire, mais là je me permets, parce que c'est vrai, l'espèce de mèche à 2000$. Mais techniquement parlant, moi j'ai toujours une structure bullish. Alors je sais, j'utilise le mot bullish, structure bullish, cycle pas terminé, s'il vous plaît, ne m'insultez pas, je vais avancer des arguments, vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, mais je vais argumenter en faveur de tout ça. BNB Solana et le token JUP, JUP, en dernière partie, technique. C'est parti. Première partie, la probabilité que le cycle Bitcoin, le cycle haussier, structuré autour du halving de 2024 soit terminé est très faible, en tout cas sur le plan temporel. Alors je commence déjà par vous remontrer, mais je vous l'ai déjà montré, et pour le coup, rien à voir avec le temps, enfin si, au final si, c'est l'impact qu'ont eu les multiples de 10 depuis l'histoire du BTC sur le cours du BTC. Ça n'a jamais été un haut cycle, par contre ça a été régulièrement, ça a plutôt été des parties médianes, regardez, des parties centrales de cycle. Mais à chaque fois, on y passait du temps. Donc là, vous avez un graphique qui expose, je commence par le temps, parlons du temps. Je commence par un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires. Et ce recul permet de voir qu'en fait, ce que fait Bitcoin autour des 100 000 $ est vraiment très similaire à ce que Bitcoin a pu faire autour des 10 000, autour des 1000, autour des 100, autour des 10. Ça n'a jamais été un haut cycle, c'était une phase intermédiaire et il manquait une dernière poussée. Bon, ça, c'est un premier argument. Il n'est pas en béton armé, je vous l'accorde, mais j'en ai d'autres qui arrivent en béton armé, toujours sur la partie temporelle. Sur la partie technique, c'est toujours un trading range au final, Bitcoin. Mais j'y viens. Alors, sur la partie temporelle, je vous ai à nouveau donc remis mon tableau. Alors, il est à jour d'hier, mais ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes 290 jours après le halving. Nous sommes 90 jours après le breakout de l'ex-ATH, c'était donc début novembre dernier. Nous sommes 1184 jours depuis le sommet de l'ancien cycle, le cycle précédent, pardon, et nous sommes 805 jours depuis le point bas du précédent bear market, c'était 15 500 $, c'était en novembre 2022, rappelez-vous, suite à la faillite du broker FTX. Alors, première chose, avant de regarder plus en détail ces chiffres, je vous rappelle quelque chose de base sur Bitcoin. Le cycle se termine toujours l'année qui suit le halving. Le cycle se termine toujours à la fin de l'année qui suit le halving. Et ce, pour les 3 cycles précédents. 2012 a été un cycle très court. Je vais vous montrer effectivement, si nous terminions le cycle maintenant, on serait encore plus court que 2012. Me direz-vous, au fond c'est possible. La guerre commerciale, la Fed, les taux d'intérêt, Donald Trump, la guerre, bon, effectivement, tout est possible. Nous allons peut-être faire le cycle le plus court de l'histoire de Bitcoin, et dans ces cas-là, il serait fini à 109 000 $. Ok, très bien, bon. Pour l'instant, c'est pas le cas. Moi, j'estime que cette probabilité est faible. En fait, si Bitcoin devait réintégrer l'ex-ATH, c'est la cassure des 70K qui permettrait définitivement de dire que le cycle est terminé. Parce que même sortir par le bas du range 90-108 peut encore s'inscrire dans une construction technique haussière. Mais ça me paraît extrêmement peu probable, voire improbable. Mais tout d'abord, quelque chose de base. Vous avez ici les 3 cycles précédents avec chacun leur halving. Le halving ici a eu lieu en novembre 2012. Le cycle s'est terminé en novembre 2013, donc à la fin de l'année qui suivait. Ici, vous avez le halving de 2016. Le cycle haussier s'est terminé en décembre 2017, donc à la fin de l'année qui suivait. Ici, vous avez le halving de 2020, et le cycle haussier s'est terminé en novembre 2021, donc à la fin de l'année qui suivait. Donc si on reproduit le schéma, nous, notre halving a eu lieu ici en avril, c'était le 12 avril 2024, je ne sais pas pourquoi je l'ai viré, donc le halving a eu lieu le 12 avril 2024, si on reproduit le schéma, le cycle doit se terminer à la fin de l'année 2025. Bon. Donc ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que si notre cycle haussier s'était terminé ici, voilà, imaginons le point haut, c'était le 20 janvier 2025,
Ah, ça y est, point haut, 20 janvier 2025, 109 000 $. Bravo à tous ceux qui ont vendu, vous avez vendu le haut cycle, bien joué. Et ce serait la première fois que le cycle serait terminé, pardon, décidément, le premier mois de l'année qui suit le halving. Ça serait complètement inédit. Donc déjà, ça c'est une première chose en termes de probabilité. Vous comprenez bien qu'on attend plutôt la fin du cycle à la fin de l'année 2025. Donc pour moi, je dis toujours entre août et novembre. Alors ensuite, pour comparer les cycles, il y a donc toujours sur le plan temporel. Pour comparer les cycles sur le plan temporel, vous avez donc, moi j'ai 4 façons de les comparer. Pour avoir la fin du cycle, le nombre de jours écoulés depuis le halving, le nombre de jours écoulés depuis la cassure de l'ex-ATH, le nombre de jours écoulés depuis le sommet de l'ancien cycle, et le nombre de jours écoulés depuis le point bas du précédent bear market. 2012 fut le cycle le plus court. Alors, beaucoup raisonnent en comparant notre cycle actuel. Je dis cycle de 2024, même si on est en 2025, parce que c'est la date du halving. Vous avez tous suivi. En général, la plupart des analystes comparent notre cycle actuel avec 2020 et 2016. 2012 étant lointain, sur des prix quand même très bas, et ce fut le cycle le plus court. Mais j'ai quand même décidé d'intégrer 2012 dans les calculs, pour avoir une moyenne. Ce qui au final me donne une moyenne plutôt basse. Parce que si j'avais fait la moyenne simplement de 2016 et 2020, j'avais encore plus d'amplitude. Mais malgré tout, pour jouer le jeu, j'intègre 2012. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes 290 jours après le halving. Vous voyez qu'il y a 200 jours par rapport à la moyenne, 200 jours ici aussi par rapport à la moyenne. Ici, il y a 80 jours par rapport à la moyenne, et là, 150 jours par rapport à la moyenne. Et c'est une moyenne basse, parce que si je compare notre cycle actuel à 2020 ou 2016 uniquement, il y a encore plus de marge. Donc voilà, moi, jamais rien n'est certain. Je ne peux pas vous dire qu'à 100% le cycle n'est pas terminé, mais vous comprenez mon raisonnement. J'utilise les données qui sont à ma disposition d'un point de vue temporel, et on trouve quand même que, sauf choc exceptionnel, sauf parce que nous ne sommes jamais à l'abri d'un choc macroéconomique exceptionnel, mais en restant focus sur le cycle temporel Bitcoin, eh bien, rien n'indique que le haut de cycle aurait été fait ici, le lundi 20 janvier 2025, à 109 000 $. Beaucoup le pensent. Très bien. Beaucoup le pensent. Mais alors, les arguments qu'ils mettent en avant sont vraiment d'ordre global macro. Le choc économique mondial, la guerre commerciale qui arrive, les taux qui ne baisseront pas. Voilà, ils ont un certain nombre d'arguments. Et puis tout simplement, Bitcoin ça vaut rien, ça n'a pas de valeur. Ou encore, on attendait une réserve stratégique immédiate. Donald Trump se donne 6 mois pour la mettre en place. Bon, ils ont des arguments, tout s'entend. Moi, je commence déjà par vous dire que, d'un point de vue temporel, c'est peu probable. Donc aujourd'hui, nous sommes 290 jours après le halving. Moi, le cycle de 2020, j'arrête de faire la comparaison. C'était le cycle des taux zéro. Lui, il est déjà quasiment tout en haut. Je trouve vraiment qu'on ressemble de plus en plus à 2016. Alors, d'ailleurs, le cycle de 2016, 290 jours après le halving, vous voyez qu'on était juste là. Hein. Le cycle de 2016, il va de là à là. 290 jours, c'est là. Donc, on est en milieu de cycle. Donc, si on fait comme 2016, on n'est qu'au milieu. Et notez d'ailleurs que 290 jours après le halving, c'est là où le cycle de 2016, là, dans le mois qui vient, il fait enfin sauter son ex-ATH. Donc voilà. Bon, voilà, ça permet de resituer un peu les choses sur le plan temporel pour BTC. Alors maintenant, sur le plan technique, la tendance haussière de Bitcoin reste bien construite. Alors oui, au final, voilà, c'est un trading range. On ne va pas se casser la tête. D'ailleurs, si vous prenez ce graphique épuré depuis le point bas du bear market, ça fait rêver. Hein. Qui a acheté ici? Dites-le moi. Qui a acheté ici? Qui tient encore? Ou même éventuellement dans ce range. Si vous prenez Bitcoin depuis la fin du bear market, donc en novembre 2022, la faillite d'FTX, il a régulièrement fait des impulsions, des longs ranges, une impulsion, un range de plusieurs semaines, une impulsion, le range ici, la grande vague 4 qui a duré 8 mois, une impulsion et il est encore dans un range. Donc d'un point de vue de la structure technique, il n'y a pas de bouleversement au stade actuel. J'ai envie de dire tant que le marché se maintient dans ce trading range, ici dans ce trading range horizontal. Alors, ce trading range horizontal d'un point de vue fractal peut toujours s'inscrire, moi dans mon hypothèse, donc le principe, hein, vous comprenez bien, donc 1, 2, 3, 4, nous sommes dans la vague 5, j'estime que les targets de vague 5 ne sont pas faits, et qu'à l'intérieur, ici, nous sommes dans la sous-vague 4 de la 5. Donc ça,
Ça, j'ai pas changé d'avis, malgré la volatilité. Et malgré la volatilité récente, nous sommes toujours dans la sous-vague 4. Alors, clairement, ce n'est plus un zigzag. Il y a l'hypothèse maintenant, moi, qui me vient à l'esprit, c'est celle d'un regular flat, donc d'un flat régulier. Donc, c'est une structure héliotiste qui, dans les marchés bullish, peuvent prendre trois formes. Ça peut être un flat régulier, un flat étendu ou un running flat. Alors, il est possible que nous ayons l'expanded flat et le running flat ici parce que la vague B a fait une petite mèche ici au-dessus du top de la 3. Donc il est possible en fait que ça ait chassé un peu par ici, par exemple prendre ces mèches ici. Au final, ça n'a pas changé. La vague 4 retrace la vague 3. Et le retracement usuel, c'est entre 23,6 et 38,2, c'est toujours la même chose. Finalement, c'est la même analyse technique depuis fin novembre. En fait, on s'ennuie depuis, allez, on va dire mi-décembre. C'est la même analyse technique. Je parle sur Bitcoin, parce que sur les altcoins, c'est pas pareil. C'est un carnage général, c'est un bain de sang. Et finalement, il n'y a que Bitcoin qui est sur la tête de l'eau. La dominance de Bitcoin, c'est incroyable. C'est comme si finalement on était revenu dans un monde où les alts, ça n'existait même pas. Bon, mais dans tous les cas, c'est la même analyse technique depuis 2 mois, à savoir une vague 4 qui retrace une vague 3. Entre donc 91 000 $ et 82 000 $, la bonne nouvelle, c'est qu'au stade actuel, malgré la volatilité, malgré les mauvaises nouvelles, on s'accroche au 23,6. Regardez, le 91 000 $, c'est encore la mèche de lundi. Donc, pour l'instant, moi, ce que je peux constater, c'est que sur le plan technique, on a quelque chose qui peut ressembler soit un regular flat, soit un expanded flat, soit un running flat, et ce, tant que la partie basse du range fait ici support. Je comparais avec 2016, je vais vous montrer la moyenne mobile à 100 jours. La moyenne mobile à 100 jours ici, donc on l'a testé, et j'y ajoute les enseignements du système Ichimoku, où on essaie tant bien que mal de s'accrocher au nuage. Eh bien, si je reviens en 2020, je l'ai laissé tomber, ça sert à rien. Si je reviens à 2016, eh bien 2016, on avait des corrections comme ça où regardez, on venait passer sous la 100 jours, on la reprenait, on passait sous le nuage, on repassait. Donc bon, je trouve qu'il y a en termes temporels, en termes de structure de prix, de plus en plus de comparaisons qui peuvent tenir la route avec le cycle de 2016. Donc voilà les amis, l'enjeu de la semaine, c'est d'arriver à tenir ce trading range. Il peut y avoir encore la possibilité d'une chasse au stop ici sous ces mèches sur le cours du BTC. Alors, toujours sur la partie technique, ce que je voulais vous montrer, c'est là aussi, ça permet d'avoir une vue en fait, comparaison entre les cycles. Donc ici, c'est la cassure de l'XATH. Donc nous sommes 90 jours après la cassure de l'XATH. 90 jours sur 2024. 2020, vous voyez que ça n'a rien à voir. Et 2016. Donc en fait, nous sommes vraiment dans une position intermédiaire entre 2020 et 2016. Mais 2016, on voit qu'on s'était fait peur. Il y avait eu un gros décrochage sous le MA50. Bon, c'était une sorte de canal baissier. C'était une pattern. C'était une sorte de structure un peu de cette nature-là. C'est moche ce que je fais là, mais c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, hop, j'aime pas quand ça fait ça, hop, j'enlève toujours pour pas que ça prolonge. Voilà, ça a pris du temps, c'était très long, et finalement on a réussi à s'en extraire, mais à repartir à la hausse. On était quasiment, regardez, si je prends ça, on était quasiment 102 jours après la cassure de l'XATH. Là aujourd'hui nous sommes 90, donc voilà, nous sommes 90, donc au final on a en termes de structure quelque chose qui ressemble aussi un peu à 2016. Alors pour les alts, en données journalières, c'est pas exceptionnel ici, donc on a la grosse mèche de lundi, c'est pas exceptionnel la market cap totale d'être passée sous le nuage. Ça montre vraiment que les alts sont sous pression. Et là, quand j'enregistre la vidéo, Bitcoin fait moins 2,5, market cap total fait moins 3,5. Ça veut dire que les alts se font déglinguer encore. Mais lorsque vous regardez la market cap totale du BTC, ici en données hebdomadaires, ce que Bitcoin propose depuis plusieurs semaines ici, ce que la market cap totale propose depuis plusieurs semaines, c'est pour l'instant un retest de l'ancien record historique. Donc il n'y a pas d'alarme tant que le marché se maintient au-dessus ici, sur la market cap totale crypto de l'ancien record historique. Par contre, effectivement, réintégrer l'ancien record historique, ça serait un signal de faiblesse qui amènerait à s'interroger. La profondeur des alts, j'utilise Total 3, donc c'est la market cap totale
qui fait encore -6 quand j'enregistre la vidéo. Ça fait plaisir, j'adore enregistrer les vidéos quand ça drop comme ça. J'adore. Hein. Ça me met la pression moi aussi, hein, les amis. Hein. Bon, mais ça reste aussi une structure bien construite. Total 3, donc c'est la market cap moins Bitcoin, moins Ethereum. Donc c'est en fait essentiellement le top 10, les majeurs, parce que derrière ça pèse pas beaucoup. Pour rappeler quand même que les alts sont elles aussi revenues au contact de leur record historique. Je parle des majeurs, hein, je parle pas de la profondeur des alts. Et que d'un point de vue technique, impulsion, range, impulsion. Et là, ça ressemble par contre à une structure en zigzag. On le voit bien ici. Regardez la ligne noire ici. La ligne noire, c'est le marché actuel, mis un peu de côté ici, en cours de clôture. C'est ce qu'on appelle la lagging span en Ishimoku. C'est une structure en zigzag en 3 temps. A, B, C. Et donc, tant qu'on tient en clôture l'ancien sommet, ça reste aussi une structure bullish. Là, c'est volatile. De toute façon, après des séances volatiles comme on a depuis 2-3 jours, ça va rester volatile plusieurs séances. Hein. Donc, ne vous attendez pas à un truc qui va revenir tout smooth, tout gentil. Non. Ça va prendre du temps, ça va faire bobo. Mais et fondamentalement, moi, j'attends toujours du bon sur ce mois de... J'y viens en suite de vidéos, sur ce mois de février. Alors voilà, donc, ok. Alors ensuite, troisième partie. Ah oui, aussi simplement, je voulais vous montrer en analyse on-chain le bottom, enfin la mèche ici qu'on a fait à nouveau à 91K. C'est donc la moyenne mobile à 100 jours et c'est aussi en analyse on-chain le prix réalisé court terme. En analyse on-chain, c'est vraiment un signal de faiblesse de passer en dessous. Donc ça rappelle à quel point le bas du range, 90-91 000, c'est vraiment le niveau à tenir pour ne pas augmenter la probabilité que le cycle soit terminé. Mais troisième partie, aucun modèle prédictif de fin de cycle nous dit que le cycle a été fait. Vous avez ici sur CoinGlass une section qui rassemble des indicateurs de fin de cycle. Aucun, 0% nous dit que le cycle a trouvé son pic à 109 000 $. Aucun. Donc moi, j'ai mon truc temporel, j'ai mes trucs techniques, j'ai voilà tout le reste. Et là, j'ai une trentaine d'indicateurs, je ne les ai pas tous regardés, j'en connais certains. Je vais vous en montrer un. Le PI Cycle Top Indicator, et qui lui, en fait, a attrapé, c'est la ligne verte, a attrapé, ici on l'a déjà attrapé, mais c'était avant le halving, mais toutes les fins de cycle ont été attrapées et même débordées, vous voyez ici, par le PI Cycle Top Indicator, vous l'avez aussi sur TradingView, et là, il est actuellement à 144 000 $, et on ne l'a même pas atteint. Moi, je reste convaincu que d'ici la fin du cycle, on fera ces fameux 144 000 $, qui en plus correspondent à mon intervalle hein, de vaccin. Ce truc-là, je l'ai, mais depuis des mois et des mois. Et quand on y sera, je vais m'ennuyer après, parce que, merde, putain, c'est fait, on va se taper un bear market. Bon, bref. En tout cas, voilà, aucun ne coche la case, comme quoi le sommet de cycle aurait été fait. Il y en a plein d'autres, hein, mais voilà, je voulais vous en montrer un. Les challenges fondamentaux de février, et oui, l'inflation, la guerre commerciale, Bloomberg. Alors, les tarifs douaniers contre le Canada et le Mexique ont été suspendus pendant 1 mois. Par contre, avec la Chine, ça y est, on est avec la Chine. C'est pour ça que quand j'enregistre la vidéo mardi matin, ça drop. Parce qu'il n'y a pas eu de suspension avec la Chine, et la Chine balance des contre-mesures. Mais voilà, on a compris la méthode Donald Trump. La méthode Donald Trump, c'est je mets la pression, je mets des tarifs douaniers, et puis j'attends de discuter. Le mec, c'est un cow-boy, fonctionne un peu à l'ancienne, il met la pression pour qu'on discute. Donc ça, forcément, la guerre commerciale, c'est compliqué. Vous avez d'ailleurs les meilleurs proxys de la guerre commerciale, c'est de suivre l'analyse technique de l'USD CAD, la valeur du dollar américain face au dollar canadien, l'USD MXN, la valeur du dollar américain face au peso mexicain, et vous voyez que, avec l'annonce des suspensions, le peso mexicain reprend de la valeur face à l'USD, c'est-à-dire que l'USD MXN rebaisse, et avec l'annonce de la suspension, le dollar canadien reprend de la valeur face au dollar américain, c'est-à-dire que l'USD 4 baisse. Maintenant, face à la Chine, vous avez l'USD CNY et vous avez l'USD CNH, qui est le yuan offshore, celui de Hong Kong. Là, on est vraiment tout en haut, dans un haut de range, et on sait que la Chine ne veut pas que ce seuil soit dépassé. Donc on peut toujours envisager, il y aura dans la semaine, enfin en tout cas, il faut le souhaiter, un accord commercial, en tout cas quelque chose entre la Chine et les États-Unis. Mais tant que c'est pas le cas, ça va mettre la pression sur ce BTC, qui est encore à -2 à 99 000 $, au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Bien sûr qu'aussi, lorsqu'il va s'en prendre à l'Union européenne, à la zone euro, il va falloir regarder le cours de l'euro-dollar qui essaie de se stabiliser, mais c'est quand même archi tendu. Les challenges fondamentaux du mois de février, vous les connaissez. D'abord, l'inflation.
Je vous ai fait un topo la semaine dernière, je ne recommence pas. J'attends des bonnes nouvelles grâce à un effet de base favorable. Et d'ailleurs, regardez, Trueflation. Je vous avais dit depuis le début de l'année que par un effet de base, l'inflation baisserait en février, à partir de février. Et bien regardez ce qui se passe depuis qu'on est passé en février avec Trueflation. On est passé de 2,6 à 2,10. Ça, c'est uniquement l'effet de base. C'est uniquement le fait que la base de départ soit plus élevée. Et lorsqu'on calcule le taux de variation, un taux de variation mathématique, ça le fait baisser. Bon, c'est tout. Voilà. Donc ça me dit que on aura des chiffres pas mal de l'inflation en février. Par contre, la publication démarre mi-février. Donc on n'y est pas tout de suite. Et c'est pas cette semaine, malheureusement. Par contre, cette semaine, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, vous avez cette semaine toutes les statistiques américaines de l'emploi. Ça peut faire bobo, en particulier le rapport NFP publié ce vendredi 7 février. Et là, je ne peux pas vous vendre du rêve. Si ce rapport NFP, le rapport américain sur le marché du travail, est inflationniste, on va se prendre une branlée. Et oui, c'est comme ça. Donc, ça, je n'ai aucune maîtrise sur ces datas. Il y a beaucoup moins d'indicateurs avancés que pour l'inflation. On a quand même des choses. Mais au final, tout au long de la semaine, ça commence aujourd'hui, ce mardi, avec l'enquête, avec ce chiffre-là, le nombre d'ouvertures d'emplois aux États-Unis, et puis tout au long de la semaine jusqu'à vendredi, mais c'est vendredi, le rapport NFP avec le taux de chômage et les créations d'emplois. Donc ça, ce sont des choses vraiment à surveiller sur l'ensemble de la semaine. Et en bref technique, ETH, Sol, BNB, GUP, c'est donc le carnage général, mais même pour ETH, je perds pas espoir. Je vous explique pourquoi. Ouah, moins 6. Bon là c'était moins 20, donc limite moins 6, on est bien. Alors, donc d'un point de vue technique, c'est une grande vague 4. En fait, regardez comme ça ressemble à Bitcoin, mais en beaucoup plus gros. La vague 1, la vague 2, la grande 3, et en fait nous sommes depuis mars dernier, c'est casse-couille, hein, nous sommes depuis mars dernier, j'adore quand c'est rouge comme ça, on peut faire ses courses, depuis mars dernier en vague 4, une grande 4, en 3 temps. Et donc en fait, tant qu'on tient cette zone, tant qu'on tient la zone des 2000-2200 $, c'est impeccable. Enfin, c'est impeccable. La structure technique reste bullish. On enfonce ça. Même moi, je vais commencer à perdre espoir. Mais voilà. Donc, on a eu ici une réaction de ouf. Regardez-moi cette bougie. C'est un truc de psychopathe. Retour à la case départ. Hein. Ça a été un retour à la case départ. Mais au final, la zone tient. Donc, bon, encore un petit espoir. Et là, je ne vends plus du rêve. Hein, j'ai arrêté. Mais sur ETH, BTC, nous sommes revenus. Là aussi, c'est un cycle de 4 ans. Regardez. Au point de départ de ce que fut l'envolée d'ETH BTC. Et décembre 2020, regardez, 20, voilà, on est quasiment 4 ans. Comme le cycle de 4 ans de Bitcoin. Bon, je dis pas que ça va faire pareil, mais on est revenu au point de départ. À suivre, mes amis. Je peux encore vous appeler mes amis, vous m'en voulez pas que Bitcoin crash? Enfin, j'espère que non. Enfin, crash, ça reste un range. Hein. Et pour l'instant. Et j'espère que ça le restera. Moi aussi. Moi aussi. Pourquoi Zossi? D'où vient le S? Alors Solana, ça tient le choc. Solana, c'est tant qu'on est au-dessus de ça. Voilà, ça tient le choc, c'est la zone, c'est beau, c'est grosse zone support. Un BNB se prend sa petite claque parce que les alts se font défoncer. Mais au final, la grosse zone support, elle est là, la trendline, cette zone ici entre 400 et 470. C'est ça qu'il faut tenir, je pense que ça tiendra. On va stabiliser par là, ça repartira. Et JUP USDT, alors une impulsion, ce truc c'est un jeune token. Hein. Vous me l'avez demandé, c'est pas moi qui le montre. On a une compression, ça peut être souvent un piège. On se dit c'est une compression en triangle, ça machin. Je vous dis une chose, le point d'achat, la chasse à la liquidité, c'est là. Vous voulez acheter ce truc à un bon tarot, sans vous faire défoncer par une fausse pattern où ils vont prendre tous les stops ici, c'est ça. Voilà. La zone d'entrée, c'est là. La zone de chasse au stop, c'est là. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, chers amis, l'enjeu de la semaine, c'est de tenir ce motherfucker trading range. Bon courage à toutes et à tous.